Vous sentez au plus profond de vous qu'il est temps de changer, de devenir enfin la meilleure version de vous-même? Dans cette masterclass exceptionnelle, Luc Baudin, expert reconnu en développement personnel et ancien médecin, vous révèle comment accomplir votre légende personnelle. Découvrez les secrets de la force de la pensée, les clés pour élever votre niveau vibratoire et des techniques éprouvées pour transformer votre vie. Pour assister à la masterclass, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description de cette vidéo. Je prends très peu de compléments alimentaires parce que je suis assez bien placé pour savoir qu'il y a compléments alimentaires et compléments alimentaires. Bon, si je voulais donner un pourcentage, sur 10 compléments alimentaires, je pense qu'il y en a 2 valables et 8 qui ne sont pas valables. Bienvenue chers amis, merci d'être avec nous. Une rencontre avec Éric Darche qui est installé sur les canapés. Bonjour Éric. Bonjour. Merci d'être là, vous êtes naturopathe, hygiéniste. Ah, encore un hygiéniste. On a déjà reçu quelqu'un qui parlait justement de cette thématique-là. D'accord. Mais ça va être intéressant de voir votre point de vue. Vous avez créé une école, l'école de naturopathie et d'hygiénisme Éric Darche. Une aide. Une aide, exactement, qui porte votre nom. Vous êtes naturopathe et hygiéniste depuis plus d'une trentaine d'années maintenant. 32 ans. 32 ans, exactement. Et vous avez écrit bon nombre de livres, 9 au total, sur la santé, le bien-être et tous ces sujets. Et alors, est-ce que c'est presque... Parce que quand on lit votre fiche de prod et qu'on voit un petit peu de quelle manière on prépare l'émission et on anticipe notre rencontre, on a l'impression que vous avez une espèce de... D'abord, une revanche sur la vie à prendre, et deuxièmement, une sorte de coup de gueule en disant « j'en ai un peu ras-le-bol de voir que l'approche de la naturopathie n'est pas suffisamment concrète et structurée dans les écoles que l'on connaît aujourd'hui ». Je dois rebondir sur la revanche. Par exemple, sur la revanche sur la vie. Oui, quand j'étais plus jeune, j'avais des troubles de santé, en fait. Mais pas graves, mais assez pour m'embêter, en fait. Des bouffées de chaleur, des douleurs, des ceci, de cela. Et à l'époque, mon premier livre, ça a été Eric Azaraï. Même si ce n'était pas un livre très scientifique, mais c'est un livre qui est très vulgarisé. Je ne sais pas si vous l'avez Ma médecine connu. Naturelle. Exactement. Eric Azaraï, ouais. Et en fait, c'est un livre qui avait fait un best-seller à l'époque et qui m'avait beaucoup plu parce qu'il interpellait sur les capacités qu'on pouvait, sur les résultats qu'on pouvait obtenir. Il avait été aussi, il y avait beaucoup de polémiques parce qu'elle n'était pas médecin. Mais en fait, c'est un livre qui, en tout cas, c'était le premier livre qui m'a initié à ce genre de médecine. Mais c'était quand même gonflé, Eric Azaraï, à l'époque. C'était gonflé. C'était gonflé. C'était gonflé. Vous imaginez, il y a 30 ans en arrière. Mais c'est pour ça. Je dis, à l'époque, d'ailleurs, c'était une raillerie, quoi. Enfin, je veux dire, oui, tout le monde se moquait d'elle. Hein, on s'est moqué d'elle. Voilà. Et je me souviens, il y avait même des confrères journalistes de l'époque qui disaient ah, bah, s'il suffit de tremper ses fesses dans un pot d'argile pour se sentir bien, etc. Mais on sait qu'aujourd'hui, il y a effectivement, au travers de la naturopathie, des méthodes et des approches similaires à ce qu'elle décrit dans son livre. Ah ben bien sûr, simplement, son discours n'était pas un discours scientifique. Et ça, évidemment, ça lui a été défavorable. Mais en fait, c'est un métier, le métier de naturopathe hygiéniste, c'est un métier essentiellement d'intuition et d'expérience, avant d'être scientifique. Mais c'est vrai que moi, aujourd'hui, j'ai une école et je veux qu'il y ait ce volet scientifique parce qu'autrement, on dit tout et n'importe quoi. Et ça, c'est vraiment problématique. Donc, ce que je disais sur, la revanche sur la vie, effectivement, par rapport à vos problèmes de santé, plus d'autres choses qu'on verra, évidemment, dans votre parcours de vie, et puis ce coup de gueule, quelque part, en disant, bah, attends, il faut vraiment qu'on restructure les choses au cœur même de la naturopathie? Voilà, c'est ça. Moi, ça fait 32 ans que je fais ce métier. Et quand j'étais jeune naturopathe, on était, je sais pas, peut-être une centaine en France. Et aujourd'hui, on est 6000. Donc, ce métier a bénéficié d'un boom médiatique. Mais en même temps, le problème, enfin, entre guillemets, c'est que comme cette formation n'est pas reconnue officiellement, eh bien, vous, n'importe qui, enfin, pas vous personnellement, mais n'importe qui peut créer une école du jour au lendemain et avec un contenu qui n'est pas vérifié. Alors, pas vérifié scientifiquement, voire même décrié scientifiquement. Oui, alors ce qui se passe, c'est que décrier scientifiquement, déjà, il faut savoir, même aujourd'hui, alors que moi je recherche une caution scientifique,
la caution scientifique, elle n'est pas évidente, puisque vous avez des travaux scientifiques avec des experts qui vont vous dire, de même formation, qui vont vous prétendre que quelque chose est noir, et d'autres qui quelque chose est blanc. Donc, déjà, il faut trouver les bons scientifiques, vous comprenez, entre guillemets, parce qu'aujourd'hui, même la science, aujourd'hui, elle pose des discussions. Elle n'est pas toujours capable de dire ça, c'est juste et ça l'est pas. Mais bon, dans l'ensemble, on sait on sait à peu près où on doit aller, le chemin qu'on doit faire. Moi, ce que j'aime bien, c'est conjuguer l'expérience et la science. Quand les deux se conjuguent ensemble, alors c'est que la direction semble être la bonne. Ça veut dire que dans votre école aujourd'hui, cette approche scientifique, elle est validée par des scientifiques? Moi, je travaille avec des scientifiques, mais ces scientifiques avec qui je travaille ne sont pas forcément d'accord avec tous les autres scientifiques. C'est ça le problème. Mais pourquoi moi, je vais écouter plus ces scientifiques que d'autres? C'est que expérimentalement, ce qu'ils me disent fonctionne. Donc, en fait, c'est ça, c'est qu'un travail scientifique n'est juste que s'il est validé expérimentalement. Selon moi. Hein. Donc c'est pour ça qu'effectivement, c'est important d'avoir cette validation scientifique. Et c'est bien que vous ayez eu cette ouverture, parce qu'il y a aussi, il faut être... Quand on parle de naturopathie, il y a aussi les ayatollahs de la naturopathie. On entend tout et n'importe quoi dans ce domaine, oui. Hein, on est bien d'accord. Hein. Tout à fait. Aujourd'hui, par exemple, les naturopathes qui sont mal formés, je suis désolé de le dire, ils ont tendance à utiliser beaucoup les purges, à utiliser beaucoup les compléments alimentaires. Et en fait, ça permet pour eux de combler des lacunes. C'est-à-dire que quand, par exemple, si vous me parlez de vos troubles et que je n'arrive pas à trouver les tenants et les aboutissants, c'est-à-dire que je n'ai pas une logique qui arrive à expliquer votre problème, eh bien, je vais vous proposer des purges, des compléments alimentaires à tout va, et comme ça va un peu camoufler mes lacunes, et puis qu'à un cas, peut-être que vous en trouvez mieux ou moins bien. Voilà. Mais vraiment, je pense que la naturopathie gagnerait à réviser un petit peu ce qu'elle met en avant. Mais ça dépend de chaque directeur d'école, quoi. Tes peurs freinent quelque chose de sacré. Mais t'es pas venu ici pour rester petit. T'as reçu des dons, tu les sens, tu sais que t'as une mission. Mais t'as peur, t'as pas confiance en toi. Tu regardes ce que font les autres et tu crois que t'avances pas. Du coup, tu recules, tu doutes, tu repousses. T'as peur d'être visible, de déranger, d'échouer, de pas être à la hauteur, de pas être prêt, de pas être assez. Mais ces peurs-là, elles t'éloignent de ce que Dieu a mis dans ton cœur. Et plus tu les écoutes, plus tu te déconnectes. Plus tu te déconnectes, plus tu les écoutes. En réalité, si tu as peur, c'est que tu as quitté la fréquence qui te reconnecte au divin et que tu t'es déconnecté. Quand tu es connecté, t'as pas de peur. Tu sais où aller. Ton GPS sacré, il est activé. Donc ce qu'on va faire, on va opérer ensemble à ta reconnexion. Je vais venir près de chez toi dans les plus grandes villes de France, comme déjà plus de 150 000 personnes dans le monde. Tu vas vivre ta reconnexion en live avec les dauphins sauvages de la mer Rouge. Leur fréquence touche l'ADN. Elle te libère des peurs, des blocages, des limitations. Et elle relance ce pourquoi tu es né. T'es pas ici pour survivre, t'es ici pour manifester ta mission. Alors c'est très simple, tu réserves ta reconnexion maintenant sur abctalk.fr pour connaître les dates et les villes partout en France. Le lien est juste autour de cette vidéo. Attention, les places sont limitées. Je t'embrasse très fort et je te dis à très vite. Alors évidemment, si on se fait l'avocat du diable, Eric, on est aussi obligé de vous pousser un peu dans vos retranchements en vous disant est-ce que ça n'est que l'aspect scientifique qui vient donner une vraie valeur ajoutée à votre école, ou est-ce que vous avez une approche différente de tout ce que l'on lit, on voit ou on appréhende dans d'autres écoles? Alors, déjà, moi, je ne sais pas tout ce qui se fait dans les autres écoles, donc je ne me positionnerai pas. Je connais à peu près, puisque j'ai des retours de certains élèves. Pour moi, le seul moyen de valider ou pas la compétence d'un naturopathe, c'est les résultats qu'il obtient. Moi, sur 10 consultations, 10 personnes qui viennent me voir, j'en ai bien 7, 8, voire des fois 9, où en première ou deuxième consultation, je vois des résultats probants. Eh bien, pour moi, ça veut dire que les protocoles que j'ai mis en place sont justes. Et normalement, ça devrait être ça? Ça devrait être ça, en fait. C'est-à-dire que si un naturopathe n'a pas des résultats... Alors, vous savez que même un médecin et un naturopathe encore plus n'a pas d'obligation de résultat. Ceci dit, si il ne permet pas à son client patient d'avoir des améliorations,
quel est son rôle en fait. On est bien d'accord, mais il y a amélioration sur le moyen, long terme et court terme. C'est ça. Alors ça, c'est bien que vous précisez ça. Le résultat en première consultation, c'est pas qu'il est facile, mais c'est déjà intéressant. Et ensuite, il faut qu'il soit maintenu en deuxième, troisième consultation. Moi, par exemple, j'ai des personnes. J'en ai une qui avait une maladie de Crohn. Elle a témoigné devant mes élèves. 17 ans après, sa maladie n'est pas revenue. Donc ça, c'est intéressant. Et elle avait parallèlement à la naturopathie, elle suivait, elle avait un traitement de quelque chose? Non, moi je lui ai donné... un accompagnement médical de quelque chose? En fait, au départ, elle a été suivie par des médecins. Et les médecins lui ont dit, donc ça s'est passé il y a 17-18 ans en arrière, ils lui ont dit, on va vous couper un bout de l'intestin. Donc, elle m'a demandé mon avis. J'ai dit, mais moi, je ne peux pas vous donner votre avis. Attention au micro. Hein, ouais, excusez-moi. Je lui ai dit que c'était elle à prendre la décision. Donc, du coup, elle s'est dit que couper un bout de l'intestin, de toute manière, c'est irrémédiable si vous le faites. Par contre, si elle se laisse 1 ou 2 mois, et pour voir si en naturopathie hygiéniste, elle peut améliorer sa situation, pour elle, c'était un choix plus juste. Donc, elle est partie dans cette direction. Et puis, on a mis 1 an pour stabiliser la maladie. Et puis, 17 ans après, sa maladie ne s'est pas activée de nouveau. Bon, encore une fois, et on le redit, Eric, évidemment... On ne soigne rien. On ne soigne rien. C'est le titre, voilà, la naturopathie ne soigne aucune maladie, on est bien d'accord. Et en tout cas, ne se substitue pas non plus à un avis médical ou un suivi médical. Hein. Tout à fait. C'est complémentaire. Tout à fait. C'est complémentaire. Il y a beaucoup de médecins aujourd'hui qui mettent en complément, justement... l'approche de la naturopathie dans leur diagnostic? Alors ça, les médecins, je ne sais pas trop. Il y a les médecins qui sont des médecins qui font une approche, comment on appelle ça? Il y a le docteur Résimon, il fait partie des médecins qui font de la médecine, j'ai le terme qui m'échappe, et eux, ils s'ouvrent beaucoup plus à ce genre de médecine. Mais un médecin généraliste, pas forcément. Alors, quand vous dites que vous avez besoin de faire corroborer votre approche de naturopathe hygiéniste avec la science, qui sont ces scientifiques? Là, en l'occurrence, c'est une biologiste et un pharmacien qui ont déjà, en l'occurrence, un laboratoire de recherche et qui font des recherches en micronutrition. Et d'ailleurs... qui font des recherches à la faculté, quoi. C'est pas eux qui créent les concepts. Bien sûr, bien sûr. Et ensuite, ils les valident parce qu'ils les expérimentent. Et après, on en parle, on discute, voilà. Alors, il y a aussi, et vous l'avez dit, à chaque fois d'ailleurs, vous précisez, quand vous parlez de naturopathie, vous dites naturopathie hygiéniste. Alors moi, c'est celle que je pratique. C'est ça, absolument. Mais quelle est la différence avec la naturopathie Alors, un hygiéniste, c'est quelqu'un qui a une approche plutôt généraliste, holistique. Il va plutôt parler de facteurs de santé, respecter la nutrition, respecter l'air, l'eau, etc. Alors que le naturopathe, normalement, il devrait être hygiéniste aussi, mais c'est plutôt un spécialiste, parce que lui, il va développer les concepts de manière beaucoup plus pointue que ne le ferait un hygiéniste. Et pour moi, associer un naturopathe, la naturopathie à l'hygiénisme, c'est sûrement l'approche la plus complète, parce que vous êtes un technicien et en même temps, vous avez une approche très large et très globale. Alors, on peut peut-être redonner la définition d'un hygiéniste? Un hygiéniste, c'est celui qui va conjuguer tous les facteurs de santé pour essayer d'optimiser votre terrain, votre situation et favoriser son amélioration et le fait que ça tienne, que ça évolue favorablement dans le temps. Un hygiéniste n'est pas un obsédé de l'hygiène. Non, pas du tout. On parle d'hygiéniste parce qu'il y a cette notion de facteur de santé qui... Ah oui, je vois ce que vous voulez dire, mais en l'occurrence, non, pas du tout. Oui, bon, on a déjà eu effectivement un hygiéniste qui était... Mais il y a des hygiénistes qui sont intégristes et avec lesquels je ne suis pas forcément d'accord parce qu'il y a des hygiénistes qui n'acceptent pas le fait que l'hygiénisme puisse être conjugué ou associé à la naturopathie. Parce que la naturopathie, étant donné qu'elle amène des biothérapies, certains hygiénistes intégristes considèrent que l'hygiéniste devrait se débrouiller toute seule, sans avoir recours à de la phyto, à de l'aroma. Et ça, je ne pense pas que c'est forcément juste. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui qu'en tant que naturopathe hygiéniste, vous n'avez recours à aucun médicament? Alors, déjà, on n'est pas médecin.
Donc Non, mais vous, à titre personnel? Moi? Ouais. Ben, moi, je n'utilise pas, non. Jamais? Non, jamais. Moi, j'ai 62 ans, j'en prends jamais. Vous avez 62 ans? Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Vous les Je- faites, je- vous les faites je- pas. Hein. Sincèrement, vous les faites pas. C'est pas juste, voilà, je vous D'accord. flatte pas, hein, mais vous Ok. les faites pas. Oui, parce qu'en Incroyable. fait, depuis 20 ans, 25 ans, alors ce que je vais dire, il faut vraiment le relativiser. Je sais que sur Internet, on sait très bien qu'il y a des spécialistes des jus de légumes. Et les jus de légumes, je ne dis pas que c'est une panacée. Mais moi, ça fait 30 ans, 25-30 ans que j'en prends. Mais je sais très bien aussi que alors les jus de légumes, en l'occurrence, c'est très intéressant parce que ça amène énormément d'antioxydants, de nutriments. Mais en même temps, ce n'est pas une panacée dans le sens que vous devez avoir des connaissances. Il y a des légumes qui contiennent des oxalates qui sont pas très favorables. Il y a des fruits qui contiennent des acides et qui, si vous les prenez à tort et à travers, vous pouvez avoir beaucoup de problèmes. C'est pour ça qu'on on se retrouve de temps en temps avec des mini-scandales sur Internet où des gens ont abusé de fruits, de légumes et on essaye ensuite de discréditer toute cette approche. C'est parce qu'ils n'ont pas une approche assez individualisée. Voilà. Et scientifique. Et scientifique en même temps. Et scientifique en même temps. Et c'est précisément ce que vous préconisez, vous, aujourd'hui. Alors, attendez, parce que moi, je veux savoir. 62 piges, vous êtes comme vous êtes. Vous êtes, voilà, il n'y a pas un pet de gras hein, chez Eric, visiblement. Je fais 60 kilos pour 1m75. Non, mais c'est... Je cours régulièrement, je fais de la musculation. Ouais, alors après, voilà. effectivement, vous vous entretenez, Ah ben, évidemment, vous avez une évidemment. hygiène de vie à côté. Voilà, je ne fume pas, je ne bois pas. Je respecte les facteurs de santé. Il n'y a pas de miracle. Quoi, non, exactement, il n'y a pas de Il miracle. n'y a pas de miracle. Par exemple, une hygiène de vie que vous avez. Matin, petit déjeuner, qu'est-ce que vous faites? Alors, je ne sais pas si je peux être pris comme exemple? en exemple parce que chacun a ses spécificités et ce que je fais, ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Mais par exemple, tous les matins, je prends un jus de légumes. Alors ça, mais je dis bien, il faut avoir un minimum de connaissances parce qu'on peut faire des erreurs. Si, moi, par exemple, je prends essentiellement de la carotte, avec du chou vert, avec éventuellement du chou roux, un peu de radis noir, avec du gingembre. Mais si, au lieu de faire ça, vous faites juste un jus d'épinard ou juste un jus de rhubarbe ou de groseille, vous allez concentrer des oxalates et vous allez avoir toutes sortes de troubles. Donc, on voit bien qu'il faut choisir son légume, qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Mais si on le fait, et bon, je parle des jus, mais mon alimentation, ce n'est pas que des jus. Je suis quasiment omnivore, sauf que je suis végétarien. Je suis pesco-végétarien. Je suis un végétarien, il mange que des sous-produits animaux. Moi, je rajoute le poisson. Plus des légumes, mais pas tellement en fait à la croque. Mon jus tous les matins, de la poudre d'herbe d'orge, et voilà. Et de temps en temps, un complément alimentaire à base de magnésium si je le sens, si je sens que c'est nécessaire. Et puis voilà. Et du sport, et puis l'équilibre de la vie, comme vous le proposez avec l'approche spirituelle, évidemment. Moi, je trouve que c'est très important aussi. La méditation. Bien sûr, J'ai vu bien que sûr. vous en faisiez un petit peu avant Bien de rentrer sûr, dans le studio, bien sûr. etc., etc. Bien sûr. Bon, alors ça veut dire que tous les matins, vous fadez un jus de légumes. Depuis 25 ans ou 30 ans, oui. Déjà, il faut avoir le temps de le faire. Bon, mais on est d'accord. Et ensuite, il faut avoir des légumes frais. Enfin, j'imagine. Ben moi, j'achète des légumes bio dans un magasin bio. Bah oui. Voilà. En fait, je vous assure, c'est une petite discipline, mais qui fait la différence avec le temps. Je suis d'accord avec vous. C'est ça, c'est ça. Je sais. Je sais que c'est facile d'avoir le café, les croissants et tout, mais moi, je me dis, ce petit effort que je fais, il m'apporte tellement. Mais j'imagine bien. Sur ce jus de légumes, c'est ça votre petit déjeuner, le jus de légumes? Alors, moi, j'ai décidé de faire un petit déjeuner comme ça. Par exemple, pour un adolescent, je ne proposerais pas ça, parce qu'un adolescent qui est en pleine croissance, il a besoin d'un petit déjeuner complet. Par exemple, avec des œufs, 2 œufs à la coque, avec peut-être des cracottes, pas forcément au blé, mais bon, bref, ou un petit déjeuner protéinique, voilà. Pas trop de sucre, parce qu'on a tendance à mettre beaucoup de sucre dans les petits déjeuners. Par exemple, une crème d'amande, une crème de noisette, 2 œufs à la coque, un jus de légumes une demi-heure avant, c'est un petit déjeuner intéressant. Je ne dis pas qu'il n'y a que ça, mais voilà. Moi, personnellement, après, quand vous êtes adulte, vous n'avez plus besoin forcément d'avoir un... Vous n'êtes pas en croissance. Donc, un jus de légumes, en plus de ça, ça permet à l'organisme
étant donné qu'il est peu sollicité, de procéder à des processus de détox. Est-ce que vous êtes d'accord qu'aujourd'hui, il y a eu aussi beaucoup d'excès quand on parle de naturopathie? Ben, bien sûr, bien sûr. Et en fait, aujourd'hui, malheureusement, la naturopathie a je ne sais pas si elle a une bonne image, parce qu'en fait, c'est assez contradictoire. On voit qu'il y a un engouement du public dans cette direction. Il y a une prise de conscience, certes, de la malbouffe, de tout ce marketing à outrance qu'on peut avoir sur des produits qui ne sont pas bons pour notre santé, etc. Il y a une vraie prise de conscience là-dessus. Je suis complètement d'accord avec vous. Et en même temps, il y a des personnes qui sont allées voir des naturopathes. Alors, je ne dis pas qu'il y en a eu beaucoup, mais qui, des fois, se sont retrouvés avec des troubles de santé qu'ils n'avaient pas au départ parce que les naturopathes étaient mal formés. Et ça, franchement, ça ne peut que discréditer la naturopathie de faire ce genre de constat. C'est pour ça que dans l'école que j'ai créée, on a une approche scientifique, mais surtout, on fait attention à l'expérience. C'est l'expérience, c'est au-delà de la science en fait. C'est elle qui valide si le protocole est juste. Et puis un protocole peut être juste pour vous et ne pas être juste pour moi, et vice-versa. Parce qu'il y a des notions de terrain et des notions spécifiques à chaque individu qui doivent être prises en compte. Donc un bon naturopathe, c'est quelqu'un qui doit avoir beaucoup de connaissances et qui doit aussi être beaucoup à l'écoute pour pouvoir adapter constamment les conseils par rapport à la personne qui conseille en l'occurrence. Alors, je trouve que votre approche est vachement intéressante, Eric, parce que vous désacralisez un peu les choses, et puis vous dites il ne s'agit pas de tomber dans l'excès, quel que soit, qu'on soit d'un côté ou de l'autre. Il ne s'agit pas de rejeter complètement la naturopathie, et il ne s'agit pas non plus de se dire je vais calquer ma vie 100% avec la naturopathie, on est d'accord? La naturopathie et l'hygiénisme sont là pour vous donner des clés. Mais après, en aucun cas, je critique l'allopathie. L'allopathie a sa raison d'être, et surtout en médecine d'urgence. Personnellement, j'essaie plutôt de conjuguer toutes ces médecines que de les opposer et de dire c'est nous qui avons raison, c'est eux qui avons tort. On ne peut pas critiquer la médecine allopathique dans son ensemble parce qu'elle a apporté beaucoup. Simplement, surtout dans les maladies chroniques, on s'aperçoit que la naturopathie et l'hygiénisme peuvent aider vraiment. Et là où il y a une vraie différence entre la naturopathie, l'hygiénisme et l'allopathie, c'est peut-être pas trop dans les maladies aiguës, mais surtout dans les maladies chroniques où les processus, les terrains n'ont pas été corrigés et donc ça revient de manière chronique. Les troubles reviennent de manière chronique. Donnez-nous un exemple, parce que on aime bien, en tout cas dans les émissions, avoir des exemples concrets de quelqu'un qui vient vous voir et qui a une problématique. Je vais vous donner un exemple, mais comme je suis prudent, ce que je dis là, je dis aux auditeurs que vous pouvez le vérifier puisqu'il y a une vidéo. Vous allez sur le site de l'école ENED, il y a un onglet qui s'appelle vidéo, et j'ai depuis 1 an, 2 ans, j'ai commencé à enregistrer, interviewer certains de mes clients patients. Okay. J'aurais dû le faire depuis très longtemps, mais bon, je le fais parce que ça aide mes élèves. C'est sûr qu'en plus de 30 ans, vous avez dû en entendre des histoires, exactement. Et j'ai vu pas mal de choses. Et alors, l'exemple que je vais citer là, je précise que vous pouvez voir la vidéo. Et il y a le témoignage de la personne. Et puis, il y a les documents scientifiques, puisqu'il y a des radios. Cette personne vient me voir donc, il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans. Elle a une coarthrose bilatérale. Ça veut dire qu'elle a une arthrose des hanches à droite et à gauche. Qu'est-ce que c'est une coarthrose bilatérale? Il vous manque de la matière. Voilà. On ne va pas expliquer les processus pour lesquels il manque de la matière, mais il manque de la matière. Donc, du coup, la personne marche mal. De la matière osseuse. Osseuse, oui, mais vous faites bien de préciser. Et du coup, on lui dit, on va vous mettre une prothèse. Voilà, prothèse. Et ce projet ne lui plaît pas, parce qu'une prothèse, c'est une opération lourde, en plus de ça, à droite et à gauche. Et on sait aussi que des fois, c'est pas aussi bien qu'avant. Voilà, on ne peut pas forcément le comparer à une hanche qui est parfaite. Oui, nature. Donc, je lui propose un protocole. 1 mois après, elle le dit dans la vidéo, elle n'a plus de douleur. 5 mois après, elle fait une radio de contrôle et le radiologue lui dit « Madame, pourquoi vous venez me voir? Votre radio est parfaite. »
tout s'est remis. La matière s'est remise, les arrondis se sont remis. Et il y a la radio avant, la radio après. On a fait un arrêt-image. Il y a même le nom, l'adresse du laboratoire. Donc, c'est pour prouver que je raconte pas de bêtises. Et c'est vrai que si je dis ça à un rhumatologue ou à un médecin qui n'est pas au courant de ça, il va avoir du mal à me croire. Par contre, si je lui montre les radios avant, après, et avant, il y a bien écrit coaxiose bilatérale, 5 mois après, plus rien. Ça, aucune anomalie, non, mais il y a ça, marqué. Ça, c'est imparable. C'est imparable dans le sens. C'est imparable. C'est-à-dire que si vous avez un médecin qui essaie de vous contredire et qui Non, vous non. dit... Là, ça, c'est imparable. Exactement, Vous c'est avez- imparable. Et c'est de la pour preuve. ça que cette vidéo, on l'a mis. Toutes les vidéos qu'on met, j'ai une autre personne qui avait une arthrose. Bon, j'essaye d'apporter des sources, des preuves scientifiques. Autrement, on va me contredire très facilement. sûr, Et ça, c'est je sûr. peux le comprendre. C'est sûr. Mais par contre, si une personne... En fait, vous savez, tout le monde vit dans des paradigmes. Et en fait, la raison pour laquelle on peut ne pas me croire, c'est parce que la personne est dans son paradigme et elle considère que arthrose est une maladie égale incurable. En l'occurrence, c'est pas... Alors, je dis pas que je peux dupliquer ça avec 100 Avec tout, personnes. bien sûr. Non, parce que ça, il Évidemment. faut la personne qui s'engage, il y a la notion de terrain, etc. Ça, je suis d'accord que c'est pas quelque chose qu'on peut dupliquer 100 personnes qui a une coaxiose bilatérale, je obtiendrai 100 fois le résultat. Mais quand la personne joue le jeu et quand la personne s'engage parce qu'elle s'engage à 100%, eh bien voilà le genre de résultat qu'on peut obtenir de temps en temps. S'engager à 100%, ça veut dire quoi? Bah, qu'elle a suivi Suivre exactement tout le protocole. tout le protocole. Eh bien, il fallait supprimer tous les produits laitiers, supprimer tous les produits au gluten, corriger son équilibre acido-basique parce qu'elle mangeait très mal, prendre des jus de légumes, certains compléments alimentaires, tout ça conjugué ensemble, et puis me faire confiance un minimum en espérant que ça fonctionne. Et, ah oui, il faut croire un minimum. Si la personne n'est pas en adhésion avec moi, ça ne marchera pas non plus. Combien de temps? Elle a mis, au bout d'1 mois, elle n'avait plus de douleur. Au bout de 5 mois, radio parfaite. Et les radios, on a fait un arrêt-image, vous pouvez téléphoner au laboratoire, il y a le nom, le téléphone et tout. Et des résultats comme ça, c'est vrai que c'est bluffant. Alors, non seulement c'est bluffant, encore une fois, je me fais l'avocat du diable et des commentaires qu'il peut y avoir sous l'émission. On va dire, waouh, ok, c'est un coup de chance. Un coup de chance. Formidable, voilà, les étoiles étaient alignées à ce moment-là, bingo, formidable. Vous avez d'autres preuves? Alors, registre-là? c'est intéressant ce que vous dites parce que j'ai vu un spécialiste, c'est un rhumatologue, il a expliqué que beaucoup de gens n'avaient pas de douleur articulaire, mais quand on leur faisait des radios, ils avaient de l'arthrose. Donc, il semblerait qu'on peut avoir de l'arthrose asymptomatique. Absolument. Voilà. Et vous avez une autre vidéo que j'ai postée. Là, la personne, elle a une arthrose du genou. Le genou est très gonflé. Et ça l'embête beaucoup parce que avec son mari, elle avait l'habitude de crapahuter en montagne et tout. Elle ne peut plus rien faire. Elle vient me voir. Au bout de quelques mois, donc vous verrez la vidéo aussi, plus de douleur, plus de gonflement. Donc, elle est vraiment très heureuse. Par contre, quand on fait la radio, l'arthrose est toujours présente. Donc là, on est dans une arthrose asymptomatique, mais c'est déjà pas mal. Oui, si elle souffre plus, c'est déjà voilà. bien. Et ça fait... l'interview date de cette année, donc de 4-5 mois. Et par contre, que dans la coaxiose bilatérale, que la matière se remette et qu'on se retrouve avec une hanche de 20 ans, ça, c'est plutôt exceptionnel. Mais c'est quand même... C'est factuel. Voilà, c'est factuel et objectif. C'est factuel On ne peut pas le contredire. Ouais. Mais c'est vraiment très, très, très rare. Par contre, obtenir une régression des symptômes au point que la personne puisse se mouvoir sans aucune douleur, parce qu'elle mettait des cataplasmes, mais aussi des genouillères, des suicides et cela. Ouais. Et d'ailleurs, vous verrez la vidéo, elle dit que c'est fini, tout va bien. Bon, donc ça, c'est intéressant aussi. Sans rentrer dans les détails du protocole, qu'est-ce que dans les grands... C'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Okay. On utilise certains compléments alimentaires. Je ne vais pas les citer ici parce qu'il faut un minimum de connaissances pour les utiliser. Et d'ailleurs, même, je préviens mes élèves, attention, il y a certains de mes élèves qui se sont sentis un peu pousser les ailes et qui se sont dit, si M. Darche fait ça et nous donne les protocoles, on va pouvoir faire dupliquer. Je les ai mis en garde. C'est du cas par cas. Et puis, il y a aussi une notion qui est importante. C'est quand mes clients, je les ai au téléphone. Hein. Je ne les vois même pas, en fait.
Mais la manière dont vous parlez, ou vous les rassurez, ou vous les rassurez pas. Donc, j'ai peut-être aussi une manière, évidemment, avec 32 ans d'expérience, vous êtes plus sûr de vous que si vous avez 6 mois d'expérience. Donc, je pense que tout ça, ça joue. Il y a quelque chose qui se joue au niveau peut-être, j'ai peut-être un terme que vous utilisez bien ici, vibratoire ou énergétique. Voilà. En tout cas, la personne, à un moment donné, me fait confiance, pour X raisons, peut-être parce que j'ai de l'expérience, parce que j'ai une école, j'ai peut-être écrit des livres. Est-ce que ça joue? Je pense que oui. Et ensuite, les protocoles, évidemment. Et je dis toujours que c'est une histoire à 3. C'est-à-dire le thérapeute, évidemment, le client-patient qui joue ou joue pas le jeu, et la nature. Parce qu'en fait, qui est-ce qui guérit? Et pourquoi on dit la nature ne soigne aucune maladie? Celui qui soigne, c'est l'homéostasie. C'est la capacité du corps à réguler des constantes qui, son objectif est de constamment essayer de reconstruire en permanence. Mais si vous l'empêchez, parce que vous prenez des substances toxiques, vous avez des digestions toxiques, avec des ballonnements où le bol alimentaire se dégrade mal, etc., évidemment, vous n'allez pas aider votre corps, au contraire, vous allez l'intoxiquer. L'idée, c'est lui donner le maximum, l'optimum, et après, laisser l'organisme, l'intelligence somatique, œuvrer. Et c'est pour ça que on peut tout à fait se dire et affirmer qu'on ne guérit aucune maladie, puisque c'est une histoire à 3. Le thérapeute, le client-patient et l'intelligence du corps. Vous avez parlé tout à l'heure de cette dimension vibratoire. Vous pensez qu'il y a toujours une dimension vibratoire dans un accompagnement et donc un résultat positif dans vos accompagnements? Alors, qu'est-ce qu'on met derrière vibratoire? Oui. Je pense, de toute manière, il y a des notions que tout le monde ne partage pas, mais tout le monde va accepter l'idée qu'on a un esprit et que cet esprit, il est influençable. Donc, c'est ce qu'on appelle l'effet placebo. Alors, sans parler d'énergie, sans parler de vibration ou quoi que ce soit, à partir du moment où vous êtes en osmose avec votre client-patient et qu'il vous fait crédit, qui vous fait confiance, ça va jouer. Ça va jouer, ça va lui être favorable. Et après, moi, évidemment, que les notions d'énergie, la physique quantique, tout ça, évidemment, ce sont des notions importantes. Mais je ne demande pas à mon client-patient d'adhérer à ce genre de croyances ou de valeurs à partir du moment où il vient de me voir. Simplement, évidemment, d'ailleurs, je ne lui demande pas, je ne lui dis pas, faites-moi confiance. Je commence à lui expliquer mon point de vue, je lui demande des remises en cause, et s'il joue le jeu, des fois on a des résultats juste pas possibles, mais vraiment qui défient certains postulats, certains paradigmes. Voilà. Scientifique. Dit scientifique. Voilà. C'est pour ça que tout à l'heure, vous me disiez avec qui vous travaillez. Je travaille avec des scientifiques, mais je ne peux pas travailler avec tous les scientifiques parce qu'il y en a qui me diraient moi, je ne peux pas vous entendre. Une coexistence bilatérale, ça ne peut pas s'auto-guérir. Donc, à ce moment-là, d'ailleurs, je ne parle même pas de guérison. Hein. Je dis que à chaque fois, si on me demande d'expliquer le processus, je dis que c'est la capacité homéostasique du corps qui a régulé l'organisme. D'ailleurs, on n'a pas le droit en tant que naturopathe de parler de guérison. Donc, je m'exclus ces mots. Alors, ce qui serait intéressant, et là où ça mettrait un point final à toute polémique ou toute discussion dans le vide, c'est que ce cas que vous évoquez par rapport à les problèmes de hanche, même si sur 100 cas identiques, vous n'auriez pas 100 résultats positifs, mais il faudrait qu'il y en ait au moins un second qui viennent valider avec le même protocole que vous avez utilisé pour voir si c'est viable ou pas. Alors, je vais vous dire comme quoi c'est vraiment une histoire d'individus. Il y a 3-4 mois, il y a une personne qui vient de me voir, elle a une coextrose bilatérale. Non, elle a une coextrose, oui, bilatérale. Ouais, bilatérale. Cette personne a vu la vidéo. Ça c'est la même chose? Elle vient me voir pour la même chose. Pour la même chose. Alors, c'est intéressant votre question parce que vous allez comprendre à quoi ça se joue. Elle a une coextrose bilatérale. Elle a vu la vidéo, donc ça la booste. Mais évidemment. Et elle me dit, Monsieur Dard, je veux la même chose. Bon, j'ai dit, Madame, en théorie,
mais moi, je ne peux pas faire dupliquer. Il se trouve que je ne vais pas la nommer, mais il se trouve que cette femme est la femme d'un diplomate. Elle a l'habitude de faire des repas, l'alcool, ceci, cela, et elle me dit, dans la discussion, qu'elle prend 1 litre d'alcool tous les jours. Ah bah oui, voilà, bon, du déjà. café, ceci, cela. Et dans la discussion, je l'entends, puisqu'on ne se voit pas. Je sens qu'elle est vite en tension, parce que je suis obligé de mettre l'accent sur certaines choses qu'elle fait et qui ne sont pas possibles. Et bien, ce qui s'est passé, c'est qu'un mois après, elle m'a téléphoné, elle a envoyé un SMS, elle a dit « j'arrête tout ». Parce qu'en fait, ça la remettait trop en cause. Oui, c'est ça. Donc, vous voyez bien que ce n'est pas duplicable parce que la personne, si elle ne joue pas le jeu, ça ne marche pas. C'est sûr. Voilà. Non, mais et ça, c'est un bon exemple. Il y a un vrai investissement bien sûr. dans chacun. L'autre personne, elle vivait dans un camping-car, elle n'avait pas d'argent. Elle faisait, ah oui, j'ai oublié de dire, elle faisait de la marche norvégienne. Et pour elle, ne plus marcher, c'était énorme. Ça lui enlevait tout son hobby. Donc, il y avait un investissement qui était à 300 pour 1000. Donc, bien sûr, voilà. il y a une motivation. Voilà. Et alors, l'autre, pas du tout. Alors l'autre, pas du tout. Mais est-ce qu'il n'y a pas une autre possibilité? Il n'y a pas un autre cas? Alors après, je vous donne aussi l'exemple de cette personne qui avait une arthrose du genou. Et qui, donc l'arthrose, on a fait la radio, il y a toujours l'arthrose. Par contre, aujourd'hui, elle n'a plus du tout de symptômes. C'est déjà pas mal. C'est déjà bien. Oui, voilà, après, on n'est pas à la cour des miracles. Évidemment, et vous n'êtes pas Merlin l'Enchanteur. Et c'est pas lourd non plus. Hein. Évidemment. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la question, c'est est-ce qu'il n'y avait que votre accompagnement au moment où vous avez fait ce problème, enfin ce protocole de hanche pour régler son problème de hanche? Est-ce qu'il n'y avait que son protocole-là ou est-ce qu'elle avait un accompagnement avec une médecine allopathique? En fait, elle était allée voir un médecin et les médecins lui ont dit... Opération. Voilà, ils n'ont pas... Voilà. Okay. Ils ont dû lui donner un anti-inflammatoire peut-être, mais c'est tout. D'ailleurs, dans cette maladie, il n'y a pas de... En médecine, à part les anti-inflammatoires, il n'y a rien. Donc, on lui a dit, madame, on va vous programmer une opération. Et elle n'en voulait pas. Parce qu'elle avait vu des amis à elle qui, eux, avaient opté pour l'opération et qui ensuite, ils avaient des raideurs. Ce n'était pas aussi simple et aussi fabuleux qu'on leur a dit. Oui, c'est une opération qui est relativement importante. Surtout qu'il y a les deux hanches, là. Donc, en fait, mais elle était très volontaire. Elle était très volontaire. Ouais, vous insistez beaucoup sur ce point. Hein. Oui, parce que d'ailleurs, c'est ça que je préviens mes élèves. Je préviens mes élèves parce que j'en ai vu de suite. Il y en a qui, je leur ai dit, j'ai senti qu'ils se sentaient un peu pousser des ailes, qui croyaient qu'ils allaient faire des miracles toutes les 2 minutes. Je leur ai dit non, pas du tout. Soyez vigilants et soyez humbles parce que ça vous met à l'abri de... D'ailleurs, moi, je ne considère pas que je l'ai guéri de quoi que ce soit. J'ai fait partie de la réponse. J'ai fait partie de la réponse à 30%. J'ai fait mon tiers. Elle a fait son tiers, la nature a fait son tiers. Bon. C'est bien équilibré comme ça. Voilà. Après, il y a aussi un truc qui est quand même important, et déroutant, c'est que quand je parle de ce matraquage marketing qu'on peut avoir à droite à gauche, quand on parle d'alimentation, quand on parle même de compléments alimentaires, vous allez dans une parapharmacie aujourd'hui, j'en ai une à côté de chez moi, mais c'est Disneyland. Non mais, alors, vous avez des rayons entiers de trucs, vous savez, c'est impossible si vous n'avez pas un minimum de connaissances ou si vous n'êtes pas suivi par des professionnels de cet accompagnement que vous préconisez, mais personne ne s'y retrouve là-dedans. Je suis complètement d'accord avec vous. D'ailleurs, tout à l'heure, vous me posiez la question, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je prends? Je prends très peu de compléments alimentaires parce que je suis assez bien placé pour savoir qu'il y a compléments alimentaires et compléments alimentaires. Bon, si je voulais donner un pourcentage, sur 10 compléments alimentaires, je pense qu'il y en a 2 valables et 8 qui ne sont pas valables. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, soit vous avez des compléments alimentaires qui sont 100% de composition synthétique. On sait que ça pose des problèmes au niveau des récepteurs. Je ne vais pas faire rentrer dans un discours, mais les molécules de synthèse, même si certains scientifiques vous disent que c'est des isomères, que c'est la même chose, c'est la même chose sur le plan visuel, ce n'est pas la même chose sur le plan biochimique, la réaction qu'il va y avoir dans le corps. Et vous vous rendez compte, rien que ça. Voilà.
Rien que ça. Voilà. Vous arrivez devant un truc où on vous dit, bah voilà, vous avez ce produit-là, parce que vous avez une problématique. Vous connaissez votre problématique, Ouais. vous arrivez dans le rayon, vous avez 14 marques différentes, Bien sûr. 14 produits Voilà. différents. Comment savoir? Alors, déjà, moi, je pars du principe que il faut déjà choisir son complément alimentaire avec un minimum de connaissances. Les compléments alimentaires 100% de synthèse, je ne vais pas dire qu'il faut les mettre à la poubelle, mais en tout cas, il ne faut pas les utiliser. Ça, c'est marqué dessus? En fait, c'est très simple. Quand vous regardez un complément alimentaire, s'il y a en face de vitamines, en face de vitamine B, vitamine C, il n'y a rien en face, ça veut dire que c'est de synthèse. Parce que s'ils ont utilisé l'acérola, s'ils ont utilisé du germe de blé, ils ont intérêt de le dire, Ok. parce qu'en fait, ça coûte cher. Ce sont des produits chers, donc ils vont le dire. C'est leur intérêt sur un plan commercial. Par contre, s'ils ne le disent pas, c'est que c'est de synthèse. Donc, s'il n'y a rien après face, vitamine voilà. D, vitamine Voilà. C, mais ça. Ok. Donc, après, ceci dit, comme beaucoup de laboratoires qui fabriquent les compléments alimentaires savent que les clients passants sont un minimum au fait de ça, s'intéresse, ouais. ils font un mixte. Ils mettent des molécules de synthèse avec des molécules naturelles. Par exemple, ils vous disent vitamine B, telle origine, par exemple germe de blé ou ceci, cela, et vitamine C, il n'y a rien en face. Eh bien, en fait, ils mixent des vitamines de synthèse avec des vitamines naturelles, et ça, c'est des compléments alimentaires que je ne recommanderais pas. Ok. Aujourd'hui, je vais vous dire, en France, il y a très peu de laboratoires. Je pense qu'il y en a peut-être... franchement, il y a peut-être moins de 10 en France. C'est 100% qui proposent des compléments alimentaires 100% avec des molécules naturelles. Donc déjà, il faut les trouver. Et en l'occurrence, moi, je ne travaille qu'avec ce genre de laboratoire. Et ensuite, c'est pas parce que vous avez le bon produit que la messe est dite. Après, il faut que vous soyez capable de corriger le terrain, les raisons pour lesquelles vous avez des troubles digestifs. Si une personne a des troubles digestifs, ça veut dire que même les compléments alimentaires les meilleurs vont être mal métabolisés, parce qu'en fait, quand vous avez des troubles digestifs, vous avez des fermentations et des putréfactions de manière excessive et qui vont frelater tout le bol alimentaire. Donc, s'il n'y a pas de réglage alimentaire fait pour éviter les troubles digestifs, tout aliment ou complément alimentaire va mal se digérer et va devenir toxique. Par exemple, je vous donne un exemple. Les oméga 3. Ça aussi, tout le monde sait, tout le monde nous dit « Oh, les bienfaits des oméga 3, etc. etc. » Donc, vous allez à la parapharmacie, vous demandez des oméga 3. Là, c'est pareil. Comment choisir? Non, mais vous voyez ce que je veux dire? Il y a 14 marques. Et en plus de ça, je vais vous dire, quand vous êtes au courant de la technicité, parce qu'en fait, quand c'est pas déjà dans les oméga 3, à l'époque de David Servan-Chabert, il a voulu mettre en avant les EPA. Donc, ils vendaient des oméga 3 où ils avaient augmenté les EPA. Le problème, quand vous augmentez certaines molécules, parce qu'il y a un rapport entre PA et DHA, si vous les augmentez de manière artificielle, vous créez des déséquilibres. Donc déjà, cette approche, elle est fausse. Il faut laisser les rapports naturels. Il ne faut pas commencer à dire « Ah ouais, mais moi, je veux tel effet, donc je vais manipuler, augmenter mes EPA, mes DHA. » Et ça crée des problèmes à distance. Mais comment le voir sur l'étiquette? Bon, en principe, ça, c'est marqué. Mais après, quand le problème, il n'est pas là, le problème, il est ailleurs. Déjà, il peut être dans l'enveloppe, c'est-à-dire l'emballage. La gélule, elle peut être... L'ingrédient peut être parfait et la gélule peut être toxique. Et quand c'est pas ça, c'est qu'ils ont extrait à chaud. Des fois, ils utilisent des solvants chimiques pour récupérer plus d'acides gras. Donc, en fait, le problème, c'est que tout ce process n'est pas écrit. Vous ne savez pas comment a été extrait. Des fois, ils utilisent des solvants chimiques pour récupérer une molécule. En fait, c'est... En tout cas, les laboratoires avec lesquels vous travaillez, voilà. vous êtes sûr de la provenance. Oui, mais moi, j'ai fait tout ce travail. Je discute, je passe un coup de téléphone, je demande d'avoir les fiches techniques, je leur pose des questions qu'ils n'aiment pas forcément. Mais le client lambda, il ne va pas poser toutes ces questions. Il ne sait même pas qu'il y a, en coulisses, il y a énormément de choses qui peuvent frelater le produit. Il ne le sait même pas. Et puis, je vais vous dire, les deux problématiques que je vois, alors dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez aussi, mais les deux problématiques, c'est que, vous avez un matraquage marketing
publicitaire Qui est redoutable. Mm. Et 2, vous avez des médecins qui vous disent ouais, les compléments alimentaires, voilà. Non mais c'est vrai. Ouais. Ce qui fait que là-dessus, vous vous dites non, mais c'est mon médecin qui l'a dit, donc c'est OK. Et puis d'un autre côté, vous voyez la pub quand vous matez dans les journaux, à la télé et compagnie. Alors c'est vrai que les compléments alimentaires, ça embête un peu l'industrie pharmaceutique. Ah oui. Voilà. Donc c'est un peu normal qu'ils se fassent attaquer. Et en même temps, c'est aussi justifié parce que certains compléments alimentaires ne sont pas probants. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, il faut soit être un spécialiste, soit se faire conseiller par un spécialiste parce que la personne lambda n'a pas les moyens d'évaluer ce genre de produit. Non, mais d'abord, non seulement on n'a pas les moyens de l'évaluer, parce que c'est un vrai métier pour le coup. Deuxièmement, c'est totalement illisible. Oui. L'étiquette, mais même sur l'alimentation. Et puis c'est un leurre, les promesses qu'on vous fait. Avec les oméga 3, vous allez avoir de meilleures fonctions cognitives, vous allez avoir un cœur parfait, etc. Mais si vous fumez, vous buvez, vous pouvez prendre tous les oméga 3 que vous voulez, ça ne marchera pas. Mais c'est comme la vitamine C. Oui. C'est la même chose. La vitamine C, moi j'ai écouté plusieurs fois ce que disait le professeur Henri Joyeux, qu'on reçoit souvent évidemment dans ses émissions ici. Sur la vitamine C, il va vous le dire. Et la vitamine C, lorsqu'elle est prise en excès, parce que je sais qu'il y en a qui préconisent beaucoup de vitamine C, elle devient pro-oxydant. Donc, alors qu'au départ, c'est un antioxydant. Donc on voit bien que c'est des notions importantes à prendre en compte et qu'il y a beaucoup de subtilités qui, lorsqu'elles ne sont pas prises en compte, peuvent être s'avérer plus néfastes qu'autre chose. J'ai entendu dire aussi, c'est un truc qui m'a fait halluciner, j'ai entendu dire une personne qui avait un problème de sclérose en plaques et qui prend un surdosage de vitamine C pour régler ça. Oui. C'est vrai ça ou pas? Enfin, la vitamine C, je ne dirais pas le nom de certaines personnes, mais il y en a qui la mettent en avant comme un produit miracle. Personnellement, c'est pas moi. Hein. J'ai vraiment demandé à certains scientifiques leur avis. Quand la vitamine C est en excès, elle est pro-oxydante. Donc, pour moi, il y a plus de, comme on dit, il y a plus de débat. À partir du moment où on sait ça, on va pas forcément forcer les doses parce que, certes, elle peut avoir des effets favorables, mais toute molécule en excès peut avoir des effets contraires. Donc, ou en tout cas des effets néfastes. En tout cas, il y en a je sais très bien, il y en a qui vont vous dire qu'ils ont obtenu tel ou tel résultat avec beaucoup de vitamine C. En fait, le problème, c'est que quand une personne commence à être dans les excès, on ne sait plus qui agit, quoi agit, etc. C'est du tout et n'importe quoi. On se dit scientifique et c'est comme si on prenait plein de dés, on les met au hasard et puis bon, ils tombent d'un côté ou de l'autre. On se dit scientifique, ou voire même, parfois, j'ai entendu des choses où des gens parlent d'effets miraculeux, quoi. Oui. En tout cas, moi, le mot miracle, c'est un mot que je n'utilise pas trop. J'essaye toujours de construire mes explications. Si on me demande si, par exemple... Non, mais vous dites un tiers. C'est-à-dire qu'il y a voilà, c'est ça. Il y a le patient et la nature. Mais la nature, certains vont appeler ça en disant c'est miraculeux. Non, la nature, vous savez, vous savez quand vous vous blessez, c'est pas vous qui fait que ça va cicatriser. Exactement. Vous pouvez intervenir, mettant une petite pommade ou quoi que ce soit, mais c'est pas votre pommade qui intervient. C'est que vous avez toutes sortes de molécules. Déjà, on sait que quand vous avez une ouverture comme ça, il y a il y a tout un système qui se met en place pour éviter l'hémorragie. Il y a des molécules qui vont permettre une thrombose, enfin pas une thrombose, mais qui vont empêcher favoriser la coagulation. Il y a toutes sortes de mécanismes. Il y a des dizaines et des dizaines de mécanismes qui sont sollicités à partir du moment où il y a une petite écharde qui rentre dans votre peau pour rétablir l'homéostasie, c'est-à-dire faire que tout rentre dans l'ordre. Et donc, ça, souvent, c'est sous-estimé. Les laboratoires et les vendeurs de médicaments, ils vous disent que c'est leur produit qui a fait la guérison. En l'occurrence, ce sont les mécanismes qui sont en arrière-plan qui ont fait la guérison, et le médicament a peut-être favorisé une vasodilatation ou a favorisé peut-être que le fait que vous avez ressenti moins la douleur. Mais le mécanisme de base, c'est pas le médicament. Le sucre, on sait.
les ravages du sucre, Mm. on sait l'influence du sucre, Mm. on sait la puissance du sucre qui va même au-delà. On dit que c'est la drogue numéro 1 Ah oui, oui. aujourd'hui. Il y en a dans votre vie ou pas? J'ai pas compris. Il y en a dans votre vie ou pas? Si moi je consomme du sucre, Ouais. bah forcément. Au-delà des fruits ou des choses comme ça, est-ce que vous prenez du sucre? Alors, je prends du sucre. Déjà, il y a sucre et sucre. Il y a les sucres complexes qu'on trouve par exemple dans les céréales et les sucres simples. Les sucres complexes, je sais que certains les décrient en soi-disant. Alors, vous savez que je suis d'accord aussi qu'il y en a qui sont allergiques au gluten, aux produits laitiers. Là, il ne s'agit pas de supprimer tous les sucres, il s'agit de supprimer certaines céréales qui contiennent du gluten. Ça, je peux l'entendre. Mais par contre, un régime où vous supprimez toutes les sources de sucre, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que votre flore intestinale, elle a besoin de sucre, justement, pour nourrir les bactéries. Donc, sans sucre, vous mettez à mal votre flore intestinale. Donc, c'est juste pas possible. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, le problème, c'est pas le sucre. C'est la manière dont on le consomme et la fréquence. Aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui sont hypoglycémiques réactionnelles. Il y a beaucoup de jeunes qui rentrent dans des violences, qui, par exemple, quelqu'un leur fait une queue de poisson et ça finit par des coups ou même des meurtres, ou enfin, ils se battent, ils se tuent, tout simplement parce que quand vous êtes en hypoglycémie, vous avez énormément de mal à maîtriser vos émotions. En fait, à force de consommer via les Coca, les Red Bull, etc., vous avez une hyperglycémie qui est suivie d'une hypoglycémie réactionnelle. Alors, c'est quoi une hypoglycémie réactionnelle? Je vais l'expliquer. Vous avez, je crois, c'est à peu près 1 gramme de sucre par litre de sang. Quand vous mangez beaucoup de sucre, ce taux va augmenter. L'organisme ne peut pas le tolérer. Donc, il va sécréter de l'insuline qui va permettre à l'excédent de passer au niveau cellulaire. Par exemple, si vous êtes à 1,5, il faut juste retirer 0,5. Mais si l'organisme, le problème, c'est que les personnes qui consomment beaucoup de sucre, vous avez un pancréas qui est déréglé, qui va sécréter trop d'insuline. Au lieu d'enlever 0,5, il va enlever 0,8. Donc, c'est suivi, une hypoglycémie est suivie d'une hyperglycémie suivie d'une hypoglycémie réactionnelle parce que le pancréas a fabriqué trop d'insuline dû au fait que vous consommez trop de sucre à indice glycémique élevé et constamment vous dérégulez votre pancréas. Donc ce qu'il faut, c'est pas se braquer sur les sucres, c'est utiliser des sucres à indice glycémique bas ou modéré. Ne pas utiliser évidemment tous ces sucres. Quand on prend un Coca-Cola ou un soda, il paraît qu'il y a 4, 5 ou 6 morceaux de sucre. Clairement. Et donc après, évidemment, vous dérégulez constamment votre pancréas. Il ne faudra pas ensuite s'étonner d'être en hypoglycémie réactionnelle. Et moi, je pense que beaucoup de jeunes sont en hypoglycémie réactionnelle à leur insu. Et c'est pour ça qu'ensuite, ils n'arrivent pas à gérer leurs émotions. Est-ce que ce que je suis en train de raconter, c'est une vue de l'esprit ou c'est la réalité? Il y a une étude qui a été faite aux États-Unis. Ils ont pris une population carcérale, ils ont étudié sur une centaine de jeunes. Ils avaient tous en point commun cette hypoglycémie réactionnelle. Mais pas que. Ils avaient des carences peut-être en magnésium, en potassium, en ceci, cela. Ils ont régulé tous les paramètres qui étaient excessifs ou en manque. Et on s'est rendu compte que les comportements de ces jeunes s'étaient largement améliorés. Alors, qu'est-ce que vous ne prenez pas comme sucre, alors, pour le coup, vous? Enfin, qu'est-ce que vous prenez comme sucre? En fait... Les bons sucres, c'est quoi? En fait, il n'y a aucun sucre qui est interdit. C'est... je peux prendre un miel. Par exemple, je ne vais pas prendre de sucre blanc. Voilà, ça, sucre blanc, le sucre blanc raffiné, non, celui-là, il est toxique. Parce que, naturellement, il n'est pas blanc. On lui a fait subir toutes sortes d'étapes avec des produits chimiques qui font qu'il est blanc, mais il est blanc, il est appauvri. Par exemple, il faut la vitamine B1 pour assimiler le sucre, mais comme il n'y a plus de vitamine B1, l'organisme va chercher votre propre réserve de vitamine B1 pour l'aider à être digéré. Alors vous prenez quoi? Du sucre au travers du miel, au travers... voilà, moi personnellement, je n'utilise pas ces sucres. J'utilise éventuellement du miel si je veux sucrer ma tisane, mais je le fais modérément de temps en temps. En fait, les sucres, pour leur faire baisser leur indice glycémique, si par exemple vous prenez du sucre, là, en l'occurrence, que vous ne mangez pas,
vous allez créer un pic glycémique immédiatement. Par contre, si ce même sucre, vous le prenez à l'intérieur de repas et que dans ce repas, il y a des fibres, alors son indice glycémique va baisser parce que les fibres vont capter une partie du sucre qui va être éliminée par le sel et qui ne pénétreront pas au niveau sanguin. Donc, en fait, un sucre peut changer son taux de glycémie s'il est pris à jeun ou s'il est pris à l'intérieur d'un repas, surtout avec des fibres. Bah, ça change tout, en fait. C'est le moment le plus pertinent. Et il n'est pas conseillé de prendre des sucres entre les repas parce que là, c'est le meilleur moment de créer des pics glycémiques. Vous mangez du chocolat? Mais moi, vous savez, je suis gourmand en réalité. Non, mais vous mangez des pâtisseries? Ça m'arrive. Mais bien sûr, il ne faut pas croire que parce que je suis naturopathe hygiéniste, je suis devenu un moine. Mais après, j'ai de la discipline. C'est ça. C'est de la discipline. Parce que un bout de chocolat, là, le craquage du soir, vous l'avez aussi? Mais voilà, il faut éviter. Alors moi, je vais vous donner quelques petites règles. Il vaut mieux éviter de grignoter entre les repas. Grignoter entre les repas, donc en l'occurrence, on a ce problème de glycémie, mais il n'y a pas que. Quand vous grignotez entre le repas, il faut savoir qu'une digestion, ça prend 4-5 heures minimum au niveau stomacal et intestinal. Donc, en réalité, c'est plus long, mais la partie la plus importante, c'est 4-5 heures. Si pendant on va dire 4 heures, si pendant la digestion, vous mangez de nouveau, vous prenez un café, un bout de chocolat, la digestion est interrompue pour que le nouveau aliment soit incorporé et puis qu'il y ait une quantité de sucre digestif ou d'enzymes nécessaires à sa digestion. Donc, quand vous interrompez une digestion, eh bien, c'est à ce moment-là que la digestion peut se dégrader, en fait. En fait, c'est comme vous allez voir un boulanger, il a une phase où il pétrit le pain et cette phase-là, il ne faut pas l'interrompre. Donc la phase de la digestion, lorsqu'elle est interrompue, c'est au détriment de sa pertinence en fait. Donc ça veut dire ne rien manger, il ne faut pas manger pendant une digestion, il ne faut pas manger entre 4 et 5 heures. Exactement. Okay. Donc les gens qui grignotent entre les repas, ensuite ils s'étonnent d'avoir des ballonnements, des troubles digestifs. Comment voulez-vous améliorer, par exemple, cette personne qui a une coaxtrose ou n'importe quel trouble de santé, si le B.A.B.A. n'est pas réglé? Mais alors quand on vous dit une collation, entre les repas, une collation, donc du coup, vous réactivez en fait, le système de digestion. Une collation, c'est-à-dire qu'on peut commencer à reboire à partir de 2 heures, entre 2 heures et 3 heures, on peut commencer à reboire après un repas complet. Et après un repas complet, où il y a crudité, protéines, féculents, lipides, il ne faut pas manger pendant 4 heures. Le fait d'interrompre la digestion, ça crée des dysbioses, ça crée des déséquilibres. Donc pas de collation? Qu'est-ce que vous appelez une collation? Une collation, par exemple, à 16h, 17h, par exemple, c'est possible. Puisque si vous avez à manger à midi, oui, c'est vrai. Bon. 16 heures, ça fait 4 heures. Voilà. Oui, c'est vrai. Mais vous comprenez que chocolat, lorsque ce genre de règles fondamentales ne sont pas réglées, vous pouvez prendre tous les compléments alimentaires, vous n'optimiserez pas. Et donc, c'est pour ça qu'à mes clients patients qui ont eu des troubles, des fois importants, je suis un éducateur de bien-être, pas de santé, de bien-être, et je leur explique le B.A.B.A. du système digestif, parce que s'ils ne le maîtrisent pas, eh bien, les compléments alimentaires et tout le reste, ça servira à rien. Ça s'appelle une hygiène de vie. Exactement, c'est pour ça que je suis hygiéniste. Exactement. Voilà. Et vous faites du sport aussi, ouais? Moi, je cours, par exemple, je fais le tour du village. C'est pas long, ça fait que quelques kilomètres. Mais je me suis lesté avec 20 kilos. C'est ça. Voilà. Et voilà. Et je cours et je fais du vélo et je fais un peu de musculation et voilà. Et il n'y a pas que la nourriture. Et je médite et voilà. Oui, Vous avez tellement raison. En fait, c'est ultra simple en réalité. C'est ultra simple. Ouais. Mais oui, je suis d'accord avec vous. C'est vrai que c'est simple. Vous avez tellement raison. Et en même temps, le fait de succomber comme ça à la tentation, comme dirait l'autre. Alors, je vous dis, dur, hein. Je suis aussi un être humain, je suis aussi tenté que n'importe qui. Et ce qui me tente, j'évite que ça soit autour de moi. Voilà. Mais je veux dire, quand vous avez des enfants et que vous avez un placard à goûter, oui, vous êtes mort. Moi, je suis convaincu que tout le monde comprend ce que je dis. J'entends, mais l'être humain... Les petits gâteaux avec une face au chocolat et une face de biscuit que vous allez tremper, excusez-moi, mais bon. J'entends, mais on dispose tous de
Mais c'est je veux dire une de la volonté. volonté. Mais Et la c'est une question de volonté, c'est un volonté. outil Mais oui, puissant. mais oui. C'est quelque chose qu'il faut apprendre. Moi, ça m'arrive des fois de me retrouver. Je suis pas content. Voilà, je me suis laissé aller. Mais je vais pas comment dire, me critiquer, voilà, me flageller. Non, je me dis, sûr, là, c'est pas juste. Ouais. Et très rapidement, j'aurai un autre moment. Et là, je serai content parce que je vais... Vous savez, il y avait une pub de Pirelli ou de Michelin pour ses pneus. Et j'adore leur slogan. Ils disaient, sans la maîtrise, la puissance n'est rien. N'est rien. Et c'est ça. Sans la volonté, sans la maîtrise, pour avoir toutes les compétences que vous voulez, si vous vous laissez aller à tous vos désirs, c'est sûr. ça ne marchera pas. Déculpabilisez-nous et moi. Quel est votre dessert préféré? Une pomme. Moi, je suis pas trop gâteau. Avant, j'étais beaucoup gâteau, j'étais beaucoup sucre. Et comment vous terminez un repas alors? Mais moi, je vais vous dire une chose. Il y a des choses qui me tentent, des fois de temps en temps, qui sont pas du tout diététiques. Un bon morceau de pizza avec le fromage qui est bien chaud, voilà, les frites, voilà. Ah oui. Mais je me l'accorde de temps en temps. Ouais. Je sais, et je le fais en toute connaissance de cause. C'est-à-dire, je sais que c'est sympathique au niveau du goût, c'est flatteur au niveau du goût, mais par contre, il ne faut pas le manger tous les jours parce que je suis bien placé pour savoir que si vous le faites tous les jours, vous aurez des soucis. Oui, bien sûr, les conséquences. Voilà. Ouais. Chocolat noir, chocolat blanc, chocolat au lait. J'aime bien le chocolat au lait avec du sucre. J'aime pas trop la notion amère, la saveur amère. Ça, ouais. Voilà. Avec des noisettes, sans noisettes pourquoi pas. Voilà. Okay. Mais je vous assure, gros carreaux si vous me voyez, et par exemple, si vous m'offrez un gâteau, je ne vais pas vous le refuser. Je suis quelqu'un plutôt de gourmand, mais qui a appris à avoir un minimum de volonté. Je dis un minimum parce que j'en ai pas plus que la moyenne des gens. Je suis d'accord avec vous. En tout cas, on va mettre le lien de l'école de naturopathie et d'hygiénisme qui porte votre nom. Ça s'appelle donc l'ENED. École de naturopathie d'hygiénisme Éric Darche. Et toutes ces lettres, ça fait ENED. E-N-H-E-D. Voilà, c'est ça. E-N-H-E-D, on met tout ça Et quand on vous écoute comme ça, évidemment, c'est une question de bon sens. Évidemment, c'est une question de volonté aussi. Et puis, de discipline, plus que de volonté. De discipline, oui, c'est vrai, de discipline. Et puis, c'est aussi le fait d'être bien entouré avec des professionnels comme vous et des gens que vous formez au travers, évidemment, de votre école. Et surtout, l'approche scientifique que vous avez, sans tomber aussi dans l'excès des ayatollahs du jus de légumes. Ouais, exactement. Moi, je ne me retrouve pas forcément... Mon dernier livre s'appelle « L'hygiénisme et l'alimentation vivante ». Donc, je ne critique pas l'alimentation vivante, mais je ne peux pas cautionner tout ce qui se dit à propos de l'alimentation vivante où on obtient tous les miracles avec l'alimentation vivante. C'est pas vrai. Quand vous ne tenez pas compte du terrain, moi, je vois beaucoup de crudivores, de végans ou de végétariens parce qu'ils n'ont pas tenu compte de certains paramètres. Ils ont des problèmes digestifs, ils ont des problèmes articulaires et plus graves pour certains parce que ce n'est pas une panacée. Il faut que ça soit... fait avec conscience, en tenant compte du terrain, et puis avec un minimum de connaissances scientifiques, et beaucoup ont des lacunes là-dessus. Et un bon accompagnement. Voilà. Merci beaucoup. Merci Eric. Merci. Merci, c'était passionnant de vous entendre. Je sais que vous allez commenter avec bienveillance comme toujours. On va lire aussi vos questions s'il y en a. Eric y répondra ou ses équipes. On vous met le site internet de l'école, bien entendu. Prenez soin de vous, comme dirait l'autre. Vous savez que ça m'a culpabilisé parce qu'à l'heure où on enregistre l'émission, là, il faut aller déjeuner après. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais aller manger? Si j'ai un conseil à vous donner, surtout ne vous culpabilisez pas. La culpabilité, c'est un mauvais sentiment parce que ça vous met dans le remords ou le regret. Et on sait que c'est très destructeur. En réalité, vous savez, je vous donne juste un petit conseil. Quand vous rentrerez chez vous, prenez une feuille et faites-vous un engagement. Les engagements écrits, ça marque. Et puis, vous le lisez tous les matins. Et en fait, parce que si vous restez sur cet sentiment de culpabilité ou de regret, c'est pas dynamique comme énergie pour vous faire prendre les bonnes décisions. Dites, le passé, c'est le passé. À partir d'aujourd'hui, je vais faire mieux. Je m'engage. Moi, quand j'ai des difficultés, j'écris « je m'engage », etc. Et tous les jours, je relis. Ça m'encourage à suivre mes engagements. Merci de vos conseils. Merci beaucoup. On se retrouve très vite pour une prochaine rencontre sur ABC Talk. À très bientôt.